Je sortis la vieille mobilette de devant la boulangerie, les mains encore poudrées de farine. La matinée avait été plus agitée que d'habitude. Des clients pressés, des paniers encore tièdes qui disparaissaient aussitôt posés sur le comptoir, des rires au milieu de l'odeur de levain et de beurre. J'aime ce brouhaha simple, ce petit théâtre quotidien qui me rappelle que la vie s'est restée tendre. Mais, à cet instant, une seule pensée me portait. Filer à l'école, récupérer Michel, mon petit-fils. Rien ne m'efface la fatigue comme son sourire et ces histoires d'écoliers qui brillent dans ses yeux, comme s'il voulait me donner tout le monde en cadeau. Je mettais mon casque quand mon téléphone vibra. Numéro inconnu. J'hésitais une seconde, puis décrochais. Une voix tranchante, rapide. « Madame Dupont, votre belle-fille vient d'avoir un grave accident de la route. Nous l'amenons d'urgence à l'hôpital Saint-Gabriel. » Quelque chose bourdonna dans mes oreilles. Un vacarme muet qui fit vaciller la mobilette entre mes mains. Je restais figée, les doigts crispés sur le guidon, comme si le sang s'était retiré de tout mon corps. Inès, ma belle-fille que j'aimais comme une fille. Le mot « accident » résonna, creux et froid. Il me fallait y aller, voir, comprendre. J'appelais aussitôt Jean, mon fils. Sonnerie sans réponse. J'imaginais qu'il était déjà à l'hôpital. Je tentais de respirer, d'ordonner le chaos dans ma tête. Puis je me rappelais Michel. L'enfant m'attendait à l'école. Je ne pouvais pas le laisser seul ni apprendre la nouvelle par des inconnus. J'enfourchai la mobilette et je partis, le cœur en feu. Paris me sembla plus dense que jamais. Chaque feu rouge, chaque coup de klaxon dressait un mur devant moi. Les secondes mordaient. Est-ce qu'Inès souffre? Est-elle consciente? Des images de tôles froissées et de vitres éclatées traversaient mon esprit, et je les chassais en murmurant les prières que ma mère m'avait apprises, suppliant un miracle. À la grille de l'école, Michel m'attendait, serrant son petit sac de super-héros. Son visage s'illumina. Je n'eus pas la force d'attendre son histoire. « Monte, mon chéri, tout de suite, donne de suite. Ta maman a eu un accident. On va à l'hôpital. » Sa joie s'éteignit comme une lampe qu'on souffle. Il grimpa sans un mot et entoura ma taille de ses bras frêles. Je sentais sa peur dans la pression de ses mains. J'aurais voulu me retourner, le prendre contre moi, promettre que tout irait bien. Je n'osais pas y croire moi-même. L'hôpital Saint-Gabriel dressa sa façade blanche devant nous, glaciale. L'odeur de désinfectant me coupa la respiration. Je tins Michel par la main dans les couloirs trop longs. Devant les urgences, je vis Jean. Ses épaules d'habitude si droites s'étaient affaissées. Sa chemise, impeccable le matin, portait des plis, des traces sombres. Je sus que c'était le sang d'Inès quand il l'avait rehaussé pour laideur. Mon grand garçon semblait soudain un enfant perdu. Il se jeta dans mes bras et pleura, chose que je ne lui avais presque jamais vu faire. « Maman, le médecin a dit que c'est très grave. » Sa voix se brisa. Je le serrai fort, comme on retient quelqu'un au bord d'un gouffre. Michel, en voyant son père, se mit à pleurer aussi. « Maman !» Je m'agenouillais et le collais contre mon cœur. Mais comment protéger un enfant quand on se noie soi-même? Le temps se tendit, immobile, dans les chaises de plastique du couloir. Les haut-parleurs répétaient des numéros. L'odeur d'alcool médical me brûlait les narines. 3 heures passèrent comme un siècle. Enfin, la porte s'ouvrit. Un homme à la mine sérieuse se présenta. « Docteur Moreau, directeur. »« Oh, ça donc ?» Sa voix pogée pesait chaque mot. La patiente a subi un traumatisme crânien et se trouve en coma profond. Nous avons fait le nécessaire.
Son réveil dépendra de la volonté de la patiente. Coma profond. Des mots qui frappent net la poitrine et ne traversent pas. Inès, si vive, si lumineuse, désormais étendue, silencieuse entre la vie et la mort. Jean vacilla. Je le retins. Michel tremblait dans mes bras comme un oiseau. Une jeune infirmière au badge Marthe s'approcha. « Vous pouvez la voir, derrière la vitre, s'il vous plaît. » Sans bruit. Nous avançâmes. Au-delà du verre épais, je vis Inès noyée dans les fils et les écrans. Sa bouche, qui souriait toujours, restait close. Jean appuya son front contre la vitre. « Mon amour, regarde-moi. » Sa plainte déchira le couloir. Les soignantes accoururent, douces, inutiles contre un chagrin pareil. J'étreignis Michel et sentis chaque battement de son petit cœur. Les mots me manquèrent, comme si ma gorge avait oublié comment en former. La nuit venue, je ramenai Michel à la maison presque en le portant. Il voulait rester près de sa mère. Je lui promis que nous reviendrions le lendemain. Jean s'obstina à demeurer à l'hôpital, affalé sur une chaise, le regard fixé à la porte, comme on attend le retour d'un navire au large. Les jours suivants, une brume lourde s'abattit sur ma petite maison de Belleville. Je me levais à 3 heures, comme toujours, pour pétrir, enfourner, ouvrir la boutique. Mais l'odeur du pain me paraissait tout à coup cruelle. Souvenir d'une paix égarée. L'après-midi, je filais à l'école, puis à Saint-Gabriel. Jean s'installait face à la chambre d'Inès, muet, usé, et la nuit il cherchait de l'oubli dans l'alcool. Plusieurs fois je le trouvais sur un banc du hall, une bouteille à la main. Marthe m'avait glissé, gênée. « Madame, il devrait éviter... » J'acquiesçais sans souffle. Je cuisinais du pain qu'il aimait, je le lui apportais, croyant réveiller en lui une chaleur ancienne. Il en croquait 2 bouchées puis reposait le paquet. « Je n'ai pas faim, maman. » Michel changea, lui aussi. Le rayon de soleil se fit pâle. Dans la cour, il restait assis, serrant son cartable. L'instituteur m'interpella. « Il ne joue plus. Tout va bien à la maison. » Je souris d'un air qui n'était pas le mien. Juste un peu de fatigue. Mais je savais qu'un petit cœur portait là un fardeau trop lourd. Chaque soir, il collait ses dessins contre la vitre froide. « Maman, aujourd'hui j'ai dessiné la mer. Réveille-toi pour qu'on y aille. » Sa voix tremblait, comme si son rêve s'émiettait dans ses mains. Un soir, dans la pénombre du service, Jean s'était assoupi. La tête tombée, une canette vide roulant sous la chaise. Je fis signe à Michel de ne pas faire de bruit. Nous approchâmes de la vitre. Les moniteurs pulsaient un bip régulier. Métronome cruel qui dit qu'on vit encore, mais au fil d'un fil. J'allais prendre la main de l'enfant pour repartir, quand je sentis un léger tiraillement à ma manche. Il s'éleva sur la pointe des pieds, glissa ses lèvres à mon oreille et chuchota, d'une voix qui fendit mon âme. « Mamie, je crois que maman n'est pas malade. Elle fait semblant. » Je reçus ces mots comme une gifle. « Ne dis pas ça, Michel. Ta maman est très malade, tu le sais. » Il ne protesta pas. Il alluma plutôt le vieux téléphone que Jean lui avait donné pour regarder des dessins animés. « Regarde, mamie !» L'écran clignota. La chambre d'Inès apparut, vide de visiteuses. Puis l'impensable. Inès ouvrit lentement les yeux, inspecta la pièce, se gratta la joue, s'accouda, prit le verre, but une gorgée, se rallongea, ferma les paupières et redevint statue. Le monde bascula autour de moi. Ce n'était pas le corps automatique d'une patiente. C'était un jeu cynique.
Michel souffla. Je l'ai déjà vu faire. Quand personne n'est là, elle regarde. Quand papa arrive, elle ne bouge plus. Alors, j'ai filmé pour te montrer. La chair de poule me parcourut. Je rangeai très vite le téléphone dans mon sac. « Michel, promets-moi de n'en parler à personne, surtout pas à ton père. » Il hocha la tête, les yeux énormes de peur. Derrière nous, Jean remua et se réveilla. « De quoi vous parlez ?» Je sursautai. De ses devoirs, rien d'autre. Il appela Michel près de lui. « Ta maman t'entend, tu sais. Elle va s'améliorer. » L'enfant baissa la tête, fuyant ses yeux. Je sentis un couteau froid me traverser la poitrine. Trop petit pour porter un secret pareil. Trop grand pour l'ignorer. Je rentrai en flottant, sans sentir la route. Les images tournaient en boucle. Et si j'avais mal interprété? Un réflexe? Mais au fond, je savais. Quelque chose se cachait derrière ses paupières closes. Une peur nouvelle monta, non pour Inès, mais pour Jean et Michel. Au petit matin, je me présentais très tôt à Saint-Gabriel. Marthe lavait le visage d'Inès d'un geste doux mais mécanique, jetant des regards furtifs vers le couloir. Je me tapis derrière l'angle, observant. Quand elle sortit avec sa tablette, je m'avançai. « Dites-moi, franchement, Marthe, avez-vous déjà vu quelque chose d'inhabituel? Des réveils? Secrets ?» Le stylo lui échappa. Ses yeux s'arrondirent. « Je ne comprends pas, madame. » Elle blêmit, recula d'un pas, serrant la planche contre sa poitrine. Je plantai mon regard dans le sien. « Votre réaction parle pour vous. » Ses lèvres tremblèrent. Elle s'assit lourdement, soufflant à peine. Je n'ai fait qu'obéir aux consignes du docteur Moreau. Gardez le silence. Je ne veux pas d'ennui. Les mots tombèrent sur moi, comme des pierres. Donc, Inès n'était pas seule. Le directeur lui-même? Je gardais ma voix droite. Quelle consigne, exactement? Marthe se tint, secoua la tête. M'occuper d'elle. Ne parler à personne d'un réveil. Je ne sais rien de plus. Une autre infirmière passa, et Marthe Coq se leva brusquement, feignant d'écrire. Je m'éloignai, les jambes lourdes. Ce n'était plus seulement une dissimulation d'Inès. C'était une mascarade, adossée à une autorité. À midi, je repris Michel à l'école. Sa petite main dans la mienne, je sentis le poids de la décision que je devais prendre. Je ne pouvais pas affronter cela seul. Après l'avoir déposé à la maison, je me rendis chez Antoine Lefebvre, détective privé, ancien policier et ami de mon défunt mari. Son bureau sentait le vieux cuir et le café. « Madame Dupont, que puis-je pour vous ?» Je lui racontai tout. Le chuchotement de Michel, la vidéo, Marthe. Mes doigts tremblaient en lui tendant le téléphone. Il visionna, fronça les sourcils, tapota la table de l'index, ce tic qu'ont les gens qui réfléchissent vite. Il y a là plus qu'une irrégularité. Si votre récit est exact, on touche à une conspiration. Je vous aiderai, mais discrétion totale, surtout vis-à-vis de votre fils. Je soufflais, soulagée et plus lourde à la fois. Il promit de surveiller l'hôpital dès la nuit suivante. En fin d'après-midi, je revins à Saint-Gabriel avec Michel. Le couloir exhalait la même odeur piquante, le même bourdonnement de machine. J'en tenais la main d'Inès, des larmes luisant sur ses joues. J'eus envie de tout jeter à ses pieds. Photos, vidéos, soupçons, et de l'arracher à cette illusion. Mais quand je croisais son regard rouge, je n'en eus pas la force. Comment annonce-t-on à un fils que la femme qu'il aime joue peut-être la comédie de la mort? Je prétextai aller chercher de l'eau. Près du poste de soins, j'aperçus Marthe glisser un dossier mince à un agent de sécurité. « Donne-le vite,
souffla-t-elle. L'agent rangea la chemise dans sa veste et partit vers le bureau du docteur Moreau. Marthe croisa mon regard, tressaillit et baissa la tête. Je fis un pas. L'agent me toisa d'un œil dur. Je me figeai, la gorge serrée. Avant de poursuivre, laissez-moi vous demander une chose, de cœur à cœur. Si mon histoire vous tient, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Votre soutien donne une voix à ceux qui n'en ont plus et m'aide à continuer ce récit jusqu'au bout. Merci. Le soir, la boutique fermée, je posais la tête contre la table de cuisine. Je pensais à Jean, à Michel, à Inès derrière sa vitre, au docteur Moreau, à Marthe qui tremblait. Et je compris que la paix ne reviendrait pas toute seule. Il me faudrait la reconquérir. Preuves à la main. Au premier rayon de l'aube, je serai prête à tout pour protéger les miens. Et quoi qu'il m'en coûte, je chercherai la vérité. Le lendemain, je me levai avant même que le coq de Belleville chante. La maison était encore plongée dans le noir. Seule la lueur de la lune se glissait par les volets. J'avais à peine dormi. Les images de la veille me hantaient. Ce regard paniqué de Marthe, cette chemise remise au vigile, et la vidéo que Michel m'avait confiée. Rien ne s'effaçait. Mes mains tremblaient déjà en allumant la cafetière. L'odeur du café noir emplissait la cuisine. Mais au lieu de m'apaiser, elle me rappelait le goût amer de la vérité qui s'annonçait. Je réveillai Michel doucement, caressant ses cheveux. L'enfant s'habilla sans protester, ce qui était inhabituel. Il ne demanda pas de tartines. Il ne parla pas de ses camarades. Ses yeux, grands et tristes, semblaient chercher une réponse que je n'avais pas. Devant la grille de l'école, il se retourna, serra mon manteau et chuchota. « Tu vas revenir me chercher, hein, mamie ?» J'embrassai son front, promettant. Mais, au fond, je savais que mes pas ne m'emporteraient pas d'abord à la maison. J'avais rendez-vous avec Antoine Lefebvre. Le bureau du détective privé était logé dans une ruelle discrète du 11e arrondissement, au-dessus d'une librairie presque toujours vide. L'enseigne, à moitié effacée, laissait deviner un passé où les lettres dorées brillaient mieux qu'aujourd'hui. Quand je poussais la porte, Antoine m'attendait déjà, son manteau sombre posé sur une chaise, une pile de dossiers devant lui. Il avait ce regard d'ancien policier qui perce au-delà des mots. « J'ai passé la nuit à observer l'hôpital », dit-il d'une voix basse. « Vous aviez raison, Madame Dupont. » Inès s'est levée. À 2h du matin, elle a quitté sa chambre, vêtue de sa blouse de patiente, et a marché seule jusqu'au bureau du docteur Moreau. Elle y est restée plus d'1 heure. Mes doigts se crispèrent sur le sac. Antoine me montra des photographies prises dans l'ombre. Inès marchant dans un couloir désert, son visage alourdi de sérieux, puis l'entrée du bureau du directeur. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, ajouta-t-il. Les murs sont trop épais, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit. Je restais un moment sans voix. Chaque image, chaque mot, c'était une flèche plantée plus profondément dans mon cœur. Comment l'admettre? Ince, la femme de mon fils, jouait un rôle cruel, avec la complicité du directeur de l'hôpital. Mais pourquoi? Quelle pièce manquait encore à ce puzzle? Antoine posa une main ferme sur la table. Si vous voulez la vérité entière, il faut être patiente. Nous allons découvrir ce qu'il cache, mais vous devez continuer à agir comme si de rien n'était, surtout devant Jean. Je hochai la tête. Je sortis dans la rue, le vin frais giflant mon visage. Les voitures tendaient des filettes, indifférentes, alors que ma vie se fissurait à chaque pas.
L'après-midi, je repris Michel et nous allâmes à l'hôpital. Jean était là, comme toujours, affalé sur une chaise, une odeur d'alcool l'entourant comme un nuage. Sa barbe mal taillée, ses yeux rouges, me rappelaient un homme brisé plutôt qu'un père. Michel lui tendit un dessin. 3 personnages souriant sur une plage ensoleillée. Jean le colla sur la vitre et murmura « Tu vois, Inès, notre fils t'attend. » Je détournais les yeux pour ne pas pleurer devant eux. Je me rappelais les mots d'Antoine. Agir comme si de rien n'était. Mais mon cœur me criait de hurler la vérité à Jean. Un soir, alors que je rapportais du pain chaud au service, je vis Marthe encore. Elle sortait discrètement d'un couloir de service, une enveloppe dans les mains. Quand elle m'aperçut, elle devint blême, pressa le pas et disparut derrière une porte. Mon instinct me soufflait qu'elle était plus profondément mêlée qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques jours plus tard, Antoine me donna rendez-vous dans une petite brasserie du Marais. Il arriva avec une mine plus grave encore. Sur la table, il posa de nouvelles photos. Inès et le docteur Moreau, ensemble, dans une voiture garée près du parking de l'hôpital. Ils s'étaient rapprochés, leurs visages presque collés. Dans un cliché, la main d'Inès reposait sur celle du médecin. J'eus le souffle coupé. Le monde autour de moi s'effaça. Antoine reprit. « Et ce n'est pas tout. J'ai intercepté une conversation. Avec un dispositif discret, j'ai enregistré ce qui se disait dans la voiture. « Miet somo bisamemio. » Il posa son téléphone sur la table, lança l'audio. La voix d'Inès s'éleva, claire, glaciale. « Laisse-moi dormir encore quelques semaines. Après ça, on passera à la dernière étape. L'argent de l'assurance réglera toutes les dettes. Nous pourrons recommencer ailleurs. » Puis, celle de Moreau, basse, calculatrice. « Calme-toi. Tout se déroule comme prévu. Tant que personne ne se doute, nous réussirons. » Je faillis lâcher mon sac. Chaque mot était un couteau. C'était donc ça. Le coma n'était qu'une comédie montée pour toucher l'argent des assurances. Inès avait choisi de trahir Jean, de tromper Michel, de déchirer ma famille pour fuir avec son complice. Je ne sus que répondre. Mes lèvres balbutièrent une prière muette. Antoine posa sa main sur la mienne. « Madame Dupont, vous devez être forte. Nous avons désormais des preuves. Mais la décision vous appartient. Confronter Jean tout de suite ou attendre le moment où Inès se démasquera d'elle-même. » La nuit suivante, je n'eus pas de repos. Je tournais dans mon lit, incapable de fermer les yeux. La lune jetait un reflet pâle sur le plafond. Je pensais à Jean, à ses épaules affaissées, à Michel et à son regard d'enfant, trop vite vieilli. Comment leur annoncer que la femme qu'ils aiment n'est qu'une illusion? À l'aube, je me décidai. Je ne pouvais pas porter seul ce fardeau. J'allais trouver Jean, assis dans la cuisine, une bouteille vide près de lui. Je posais devant lui les photos et le téléphone d'Antoine. « Mon fils, regarde. Tu dois savoir. » Il fronça les sourcils, prit une photo, la jeta aussitôt comme si elle brûlait. « C'est faux! On a inventé ça pour salir Inès. Elle ne m'aurait jamais trahi. » Je lui tendis l'enregistrement. Il écouta, livide. La voix d'Inès, limpide, résonna. Jean se figea. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis il cria, un cri de douleur plus fort que la colère. « Pourquoi, maman? Pourquoi elle m'a fait ça? » Je l'enlaçai, sentant ses épaules trembler. Je n'avais pas de réponse. Seules mes larmes se mêlaient aux siennes. John se leva brutalement, renversa sa chaise et monta à sa chambre en claquant la porte. Le silence retomba, épais, terrible. Le lendemain, je rejoignis Antoine. « Il ne veut pas croire, lui dis-je.
Le détective hocha la tête. Alors il faut qu'il voie ça de ses propres yeux. Nous devons piéger Inès et Moreau, les prendre en flagrant délit. J'ai déjà contacté une amie procureure. Elle attend des preuves supplémentaires pour lancer une arrestation. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais qu'on approchait du moment où la mascarade prendrait fin. Mais à quel prix? Ce soir-là, je ramenais Michel chez notre voisine de confiance, Madame Lucie, pour qu'il ne voie pas ce qui allait suivre. Quand il m'embrassa avant de se coucher, il murmura « Demain, tu me conduis voir maman? Hein ?» Je lui souris malgré la douleur. « Oui, mon ange. Demain. » Je sortis dans la nuit froide, l'âme en feu. Demain, la vérité éclaterait, et plus rien ne serait comme avant. Au matin, Paris s'éveillait sous une lumière blanche. Les toits fumaient encore de la pluie de la nuit. Je pétris la pâte machinalement, comme on répète une prière apprise enfant. Les gestes me tenaient debout, mais la tête, elle, courait déjà vers l'hôpital, vers Jean, vers Inès, vers ces mots enregistrés qui ne me quittaient plus. Quand la première fournée sortit du four, je disposai les pains, souris aux clients, rendis la monnaie sans une erreur. À l'intérieur pourtant, tout vibrait comme un fil trop tendu. Michel partit à l'école sans un mot. Il ne réclama pas de chocolat chaud. Il ne fit pas de grimace. Il se contenta de glisser sa petite main dans la mienne plus longtemps que d'habitude. Je le regardais passer la grille. Puis je rentrai à la maison. Une idée me travaillait depuis la veille. Si Inès et le docteur Moreau avaient ourdi un plan, des papiers devaient l'attester. Des contrats, des clauses, des signatures. Quelque chose restait forcément quelque part. Je montais l'escalier sans bruit. La chambre de Jean et d'Inès gardait le parfum sucré qu'elle en met, ce reste d'elle qui piquait le cœur. Je pris une inspiration lente et commençai à fouiller, non pas en voleuse, mais en mère qui cherche à sauver ce qui peut l'être. Je remis chaque chose à sa place. J'ouvris avec précaution les tiroirs du secrétaire. Rien que des rouges à lèvres, un flacon presque vide, quelques cartes postales anciennes, des bijoux fantaisie. Je tirai le dernier tiroir, plus lourd. Sous des foulards pliés, je sentis l'arête d'une chemise cartonnée. Je la sortis. À l'intérieur, 2 polices d'assurance, soigneusement rangées, signées d'une écriture nette. Inès Martin, car elle avait pris le nom de Jean. La première stipulait une indemnisation élevée en cas de soins prolongés consécutifs à un état de coma. La seconde était un contrat temporaire, avec un capital si grand que j'eus la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Je lus, relus, vérifiai les dates. Tout était récent. Les primes avaient été réglées par virement étalé. Je pris des photos page après page, le cœur tambourinant. Chaque clic sonnait comme une trahison. Et pourtant je n'avais plus le luxe de la pudeur. Il s'agissait de protéger mon fils, mon petit-fils, et la vérité. Je remis les documents à l'identique, rangeai le tiroir, me frictionnai le visage pour cacher mes larmes et descendis. À ce moment précis, la sonnette de la boutique retentit plus sèchement que d'ordinaire. Je sortis du couloir et me figeai. 3 hommes barraient l'entrée, épaules larges sous des blousons noirs. Le premier posa une feuille froissée sur le comptoir. Sa voix n'avait ni chaleur ni impatience, seulement le métal des habitudes. Nous cherchons Inès Martin. Échéance dépassée. Il est temps de régler. Je pris la feuille. Des sommes, des intérêts, des pénalités, des signatures illisibles. Je sentis ma bouche s'assécher. Inès est hospitalisée. Elle ne reçoit personne, murmurai-je. Le chef esquissa un sourire de travers,
un sourire sans joie. Malade ou pas, la dette, elle, est en pleine forme. Vous êtes la famille. Vous payerez. 1 semaine. Sinon, on saisit. Il désigna d'un signe du menton la vitrine, les paniers, le pétrin, tout ce que mes mains avaient construit en une vie. La honte brûla mes joues. Des voisins regardaient déjà à travers la porte restée ouverte. Je n'argumentais pas. Je n'avais ni le temps, ni les forces. Je pris la caisse, le peu d'économies que j'avais mises de côté dans une enveloppe au fond du tiroir, et posai l'argent sur le comptoir. « Prenez, et laissez-nous 1 semaine. » Non, maman. L'homme fit glisser les billets, inclina la tête, lâcha seulement 1 semaine. Puis tous 3 disparurent chantes comme ils étaient venus. Je refermai, tirai le verrou, restai un moment adossé à la porte. L'humiliation fait un bruit particulier à l'intérieur, une sorte de cliquetis sec qui remue les souvenirs et la fierté. Je me redressai. Ce n'était pas le moment d'avoir mal. J'appelai Antoine Lefebvre. « Venez, tout de suite, si vous pouvez. » Il arriva dans l'après-midi, posa son chapeau, observa la feuille de créance, parcourut les polices d'assurance que j'avais photographiées. « C'est cohérent, » dit-il. « La dette, la comédie du coma, l'assurance. » Il pensait toucher, partir, vous laisser les ruines. « Mio zio Tom. » Il fit une pause. « Nous allons joindre la police. Pas n'importe qui. Quelqu'un de fiable. » Il composa un numéro sur son portable devant moi, se présenta simplement, parla peu, donna l'essentiel. Puis il me tendit le combiné. « Commissaire Rosalie Martin, brigade financière. Elle veut vous entendre. » La voix de la commissaire était nette, droite. Elle écouta sans m'interrompre, posa quelques questions précises, me demanda d'envoyer par courriel les photos, l'audio, les relevés si j'en avais. « Nous allons agir, Madame Dupont. Mais il faut un moment opportun pour éviter toute faille de procédure. Surveillez-les. Prévenez-nous au moindre mouvement suspect. Je place 2 agents en civil à l'hôpital. Ils resteront discrets. » Je la remerciai. Le courage revient souvent par la voix calme des autres. Le soir, j'allais chercher Michel. Il courut vers moi, moins lourd qu'un oiseau. « On va voir maman, mamie ?» Sa question, toujours la même, me fendit doucement. « Oui, mon ange. » Dans le couloir de Saint-Gabriel, Jean se tenait près de la vitre, le regard cavé, une barbe de plusieurs jours. Je posai la main sur son bras. Il ne bougea pas. Sur la vitre, le dessin de la plage collé la veille avait gondolé. Michel fit mine de lisser le papier et resta là, le front contre le verre. « Maman, je t'ai fait un château plus grand. Tu vas venir dedans, d'accord ?» Marthe passa à côté de nous, le pas pressé, le badge qui tintait contre son gilet. Elle évita mon regard. Sa nuque se crispa. J'aperçus plus loin un agent de sécurité échanger quelques mots avec elle. Leurs gestes étaient rapides. Un frisson me remonta l'échine. Je glissai un message à Antoine. Mouvement poste-soin, sécurité. Il répondit aussitôt. Je suis à 5 minutes. Je ne voulais pas alarmer Jean. J'emmenai Michel à la fontaine, lui donnai de l'eau. J'étais penchée sur lui, quand j'entendis derrière moi une voix douce, lourde de faux ménagements. « Madame Dupont ?»« Ne consta. » Je me retournai. Le docteur Moreau. Costume sombre, regard lisse. « Puis-je vous parler ?» Nous avançâmes de quelques pas. Il prit son ton de directeur compatissant. L'état d'Inès se dégrade. Les prochaines heures seront décisives. Mieux vaudrait que la famille soit là demain matin. Nous aurons une mise au point.
Il posa sa main sur le dossier d'un fauteuil, comme s'il se tenait lui-même. Son œil coula une seconde vers le poste des infirmières, où Marthe s'immobilise brusquement. Il était maître de son théâtre. Il s'attendait à des larmes, à une supplication. Je me contentais d'acquiescer. Nous serons là. Il crut y lire une soumission. Il y avait seulement ma détermination. Antoine arriva, me suivit du regard pendant que je raccompagnais Michel auprès de Jean. Jean, dans le couloir, il m'arrêta d'un signe presque invisible. J'ai prévenu la commissaire Martin. Si Moreau annonce quelque chose demain, ce sera le moment. Elle montera avec son équipe. Mais il nous faut une pièce de plus. Quelque chose qui relie l'argent, la manœuvre et leur entente. Je lui montrai sur mon téléphone le courrier simple d'un courtier dont l'adresse figurait sur la police. Il fit un cliché mental. Je m'en occupe cette nuit. Nous rentrâmes tard. Michel s'endormit sur la banquette du bus, la joue contre mon manteau. Le bruit de la ville roulait comme une mer grise. À la maison, je le couchais, lui retirais ses chaussures, bordais sa couverture. Il se réveilla juste assez pour murmurer. « Demain, on apporte à maman mon dessin, hein? » Je lui caressais les cheveux. « Oui, demain. » J'en étais pas revenue. Je m'assis dans la cuisine, devant un bol resté intact. La lampe faisait un halo doré sur la table. J'ouvris un cahier et notais tout, heure par heure, détail par détail. Les hommes de l'après-midi, la dette, la visite de Moreau, les gestes de Marthe, l'annonce du matin. Écrire, c'est tenir en laisse la peur. À minuit, le téléphone vibra. Antoine. J'ai rencontré le courtier, dit-il sans préambule. Il se doute de quelque chose. Il a confirmé, hors micro, que le montage d'Inès est atypique. Primes élevées, clauses ciblées, délais serrés. Surtout, devinez qui l'a conseillé. Un médecin qui lui a été présenté comme garant de l'authenticité des besoins. Le docteur Moreau. J'ai récupéré des copies d'écran, des mails. La commissaire envoie un officier de police judiciaire pour les saisir proprement au petit matin. Je fermais les yeux et inspirais. Une à une, les pièces se verrouillaient. Les mots d'Inès dans la voiture. Les allées et venues nocturnes. Les polices ressentent. Les hommes à la boutique. La convocation de Moreau. Ne manquait plus que leur chute. Devant nous tous, devant Jean surtout. Pour qu'il n'ait plus jamais à douter. Je raccrochais. Allais jusqu'à la fenêtre. La cour respirait le froid. Il n'y avait plus de lumière chez les voisins. Je pensais à Jean l'enfant, à ses genoux écorchés, à sa fierté de jeune apprenti, à sa joie le jour de son mariage. Je pensais à Michel, à ses dessins de mère. Je sentis alors une chose simple. La paix reviendra. Pas demain, pas d'un coup, mais elle reviendra, à la condition de dire le vrai jusqu'au bout. Au petit matin, j'empaquetais 2 baguettes, un croissant pour Michel, un sachet de sucre pour le café de Jean, et je partis. Devant l'école, je laissais Michel à Madame Lucie, la voisine, en lui expliquant qu'une mauvaise réunion m'attendait à l'hôpital. Elle me serra la main. « Courage, Madeleine. » Je souris sans mots. À l'entrée de Saint-Gabriel, 2 figures discrètes que je ne connaissais pas consultaient un téléphone, le regard perdu et pourtant attentif. Les agents en civil de la commissaire, sûrement. Je passais, saluais d'un signe à peine visible Antoine, déjà posté près d'un ascenseur. Il portait son manteau sombre, une pochette qui dépassait. Les pièces récupérées dans la nuit. Il me souffla. Ils vont se croire en sécurité. C'est là qu'ils tombent. Je retrouvai Jean dans le couloir. Il avait fait un effort. Une chemise propre, les cheveux plaqués à la va-vite. Ses yeux restaient cernés. Mais on aurait dit qu'une fatigue calme
avait remplacé la folie des jours passés. Il me regarda longuement. « Maman, je viens parce que tu m'as demandé de venir. Ne me fais pas regretter. » Je posai ma main sur la sienne. « Je te le promets, mon fils. Aujourd'hui, tu sauras. » La porte du bureau du directeur s'ouvrit. Le docteur Moreau apparut avec un dossier épais. Son visage affichait la gravité étudiée qu'il réservait aux familles qu'il allait briser, avec douceur. Tout était en place. Les couloirs, la vitre, les blouses qui vont et viennent, les moniteurs qui bâtonnent l'air. Le théâtre n'attendait plus que son tableau final. Je me tins droite. J'avais le cœur d'une mère, et dans ma poche, la force de preuves alignée. Si la peur tremblait encore, elle n'avait plus le dernier mot. La vérité allait parler. Et quoi qu'elle coûte, nous serions enfin libres. Le bureau du docteur Moreau s'ouvrit avec une lenteur calculée, comme dans une pièce de théâtre. Derrière lui, Marthe suivait, les yeux rivés au sol, tenant un classeur contre sa poitrine, comme si ce carton la protégeait. Jean se leva d'un bond. Ses mains tremblaient. Moi, je restais assise, posée, décidée à ne rien laisser paraître. Antoine, à quelques pas derrière, observa la scène avec ce calme d'homme qui a déjà vu des pièges se refermer. 2 silhouettes inconnues se tenaient près des ascenseurs. Les agents envoyés par la commissaire Rosalie Martin. « Madame Dupont, monsieur Jean », commença le docteur d'une voix basse et mesurée. « Il est temps de vous parler en toute transparence. L'état d'Inès est critique. Son corps lutte, mais les chances de réveil sont presque nulles. Nous devons envisager les décisions difficiles. » Jean chancela. Il posa ses mains sur la table basse du couloir, ses yeux noyés de larmes. « Non, non, elle ne peut pas partir comme ça. Elle est encore là. Je le sens. » Moreau baissa la tête, soupira, puis ajouta. « Une réunion officielle sera tenue cet après-midi pour décider des soins. Je voulais vous préparer. » À cet instant, Antoine fit mine de ranger des papiers dans sa pochette. Son regard croisa le mien. Le signal était clair. Attendre, laisser l'arrogance de Moreau grandir, puis frapper. Nous entrâmes dans la salle réservée aux familles. Les murs beiges transpiraient une odeur de vieux café. Marthe disposa des chaises, ses gestes trop vifs pour être naturels. Jean s'assit, se prit la tête entre les mains. Moi, je caressais la petite main de Michel, car j'avais décidé de l'emmener malgré tout. Je voulais qu'il voie que le mensonge pouvait s'effondrer devant la vérité. Quelques minutes plus tard, Moreau revint avec son dossier. Il posa les papiers sur la table, les fit glisser vers Jean. « Voici les documents relatifs à l'assurance santé d'Inès. Sans couverture, les soins prolongés seraient impossibles. Vous comprenez, monsieur Jean, que chaque jour coûte cher. » Je sentis la colère monter, une vague brûlante qui me fit serrer le poing. Il osait. Il parlait d'argent devant l'amour d'un fils et les yeux d'un enfant. Mais je me contins. Jean, lui, attrapa le dossier, lut quelques lignes, puis leva un regard perdu. « Assurance ? Je ne connais pas ces contrats. » Moreau reprit, lisse, implacable. « Votre épouse a souscrit récemment avec ma recommandation pour garantir votre avenir. Vous devriez lui en être reconnaissant. » À ce moment précis, Antoine se leva. Sa voix claqua dans la salle comme un coup de tonnerre. Reconnaissant ? Plutôt trahi. Il posa sur la table une enveloppe épaisse, l'ouvrit, étala les photos prises la nuit, les enregistrements imprimés, les échanges de mails entre le courtier et Moreau. Chaque pièce, chaque preuve, s'alignait comme des pierres d'accusation.
Le visage de Moreau se crispa. Ses lèvres se pincèrent. Marthe pâlit, se recroquevilla sur sa chaise. Jean regardait les photos. L'air hébété, son souffle court. Puis, il saisit une feuille, la froissa dans sa main. « C'est quoi ça? Expliquez-moi !» Antoine sortit son téléphone, lança l'enregistrement. La voix d'Inès s'éleva, glaciale, nette. « Laisse-moi dormir encore quelques semaines. Après, on passera à la dernière étape. L'argent de l'assurance réglera toutes les dettes. » Le silence fut total. On entendait seulement le tic-tac de l'horloge murale. Jean écarquilla les yeux. Ses lèvres balbutièrent sans son. Michel, blotti contre moi, fixait l'écran du téléphone, comprenant trop pour son âge. Enfin, la porte s'ouvrit brusquement. 2 femmes en civil entrèrent, talons secs sur le lino. L'une montra sa carte. Commissaire Rosalie Martin, brigade financière. Docteur Moreau, vous êtes placé en garde à vue pour fraude à l'assurance et escroquerie organisée. Tout s'enchaîna. Les agents se saisirent de Moreau, lui passèrent les menottes malgré ses protestations. « C'est une erreur. Je suis médecin. Je sauvais des vies. » Marthe éclata en sanglots. Lâcha le classeur qui tomba lourdement. Rosalie la fixa d'un œil sévère. « Infirmière Marthe, vous êtes convoquée pour complicité. »« Le matin ton malito. » Jean recula, abasourdi. Son regard passait de la commissaire à Moreau, de Moreau aux photos, comme s'il cherchait encore une échappatoire. Puis il cria d'une voix étranglée. « Et Inès? Où est Inès dans tout ça ?» Comme pour répondre, la porte vitrée de la chambre s'ouvrit. Une silhouette apparut. Inès, debout, pâle mais déterminée, ses yeux sombres fixés sur nous. Elle n'était plus la patiente éteinte qu'on croyait. Elle marchait d'un pas assuré, vêtue de la blouse d'hôpital, les cheveux défaits. Un murmure parcourut le couloir. Jeanne fit un pas vers elle, la bouche ouverte. « Inès, tu es réveillée ?» Elle esquissa un sourire amer. « Réveillée depuis longtemps, Jean. Mais pas pour toi. » Sa voix claqua comme une gifle. Michel se cacha contre moi, effrayé. Jean s'avança, tremblant. « Tu me disais que tu m'aimais. Tu m'as donné un fils. » Inès secoua la tête, les lèvres serrées. « L'amour ne paie pas les dettes. L'amour ne rachète pas une vie gâchée. Moreau m'a promis une nouvelle existence. Loin d'ici. Sans toi. » Le couloir se figea. Les infirmières se regardaient, médusées. Les policiers encadraient de Moreau. Antoine observait, les bras croisés. Rosalie tenait son carnet, notant chaque mot. Jean chancela, s'agenouilla comme si ses jambes l'avaient trahi. Ses épaules secouées de sanglots faisaient mal à voir. Inès détourna le regard, indifférente. Je m'approchai d'elle, le cœur battant. Tu jouais avec ton propre fils. Tu le laissais croire que tu dormais alors que tu tramais tes fuites. Tu lui voles une mère et tu appelles ça une nouvelle vie? Elle me fixa, ses yeux étincelants de défi. Il s'en remettra. Les enfants oublient. À cet instant, Michel sortit de mon dos, se plaça devant elle. Sa petite voix, claire, pure, fendit le silence. « Non, maman, moi je n'oublie pas. » Inès cligna des yeux, surprise. Ce fut le seul instant de vacillement sur son visage. Mais déjà les agents s'avançaient. Rosalie déclara d'une voix ferme. « Madame Inès Martin, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et mise en danger de la vie d'autrui. » La scène dura encore de longues minutes. Inès fut escortée, menottée à son tour. Moreau et elle furent conduits hors de l'hôpital, sous les regards incrédules du personnel. Marthe, elle, fut laissée libre pour le moment,
mais suivi de près par les agents. Jean resta prostré, assis contre le mur. Je m'agenouillai près de lui. « Mon fils, c'est fini. La vérité est sortie. » Il secoua la tête. « Fini ? Non, maman. Jamais je ne serai le même. » Moi... Ces mots me percèrent. Michel glissa sa main dans celle de son père. « Papa, je suis là. » Ces 3 mots firent plus que tout. Jean leva enfin les yeux vers son fils, serra sa petite main, puis l'attira contre lui. Dans les jours qui suivirent, la tempête médiatique éclata. Les journaux titrèrent « Escroquerie à l'hôpital Saint-Gabriel, une fausse patiente et un médecin en garde à vue ». Les voisins chuchotaient devant la boulangerie. Les clients posaient des questions, auxquelles je ne répondais pas. Je continuais à servir le pain, sourire fatigué, mais présent. La vie devait reprendre, ne serait-ce que pour Michel. Jean, lui, restait cloîtré des heures entières. Parfois il sortait, marchait sans but dans les rues, revenait les yeux vides. Je ne le pressais pas, la plaie était trop vive. Antoine passait de temps à autre, me tenant informé des suites judiciaires. Rosalie avait réuni des preuves solides. Les comptes bancaires, les contrats, les enregistrements. Inès et Moreau risquaient de longues années de prison. Un soir, alors que j'éteignais le fournil, Jean vint s'asseoir en face de moi. Ses mains jouaient avec une miche encore tiède. « Maman, je n'arrive pas à haïr Inès. Je me demande sans cesse où j'ai échoué. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu n'as pas échoué, Jean. Elle a choisi la facilité, la trahison. Mais toi, tu restes debout. Tu as Michel. Tu as encore une vie à construire. » Ses yeux s'emplirent de larmes silencieuses. Il hocha la tête. Pourtant, une question me rongeait encore. Comment Inès avait-elle pu monter une telle machination sans que personne, en dehors de Marthe et Moreau, ne s'en aperçoive? Y avait-il d'autres complices, des ombres dans les couloirs de Saint-Gabriel? Je me promis de ne pas relâcher la vigilance. Antoine Lumont me souffla un jour. « Faites-en attention, Madeleine. Ceux qu'on arrête ne sont pas toujours les seuls à tirer sur les fils. » Cette phrase resta en moi comme une alarme silencieuse. Car si le rideau venait de se lever, peut-être que la pièce n'était pas encore terminée. Les jours passèrent sans que le tumulte ne retombe vraiment. À la boulangerie, je retrouvais mes gestes simples. Peser, façonner, grigner, enfourner. Le pain gonflait, dorait, chantait à la sortie du four comme s'il voulait me rappeler que certaines choses obéissent encore à des lois droites. Pourtant, chaque tintement de la clochette sur la porte me tendait. Les voisins entraient avec une curiosité mal contenue, posaient des questions déguisées en compassion. « Et votre belle-fille ? On a lu dans Le Parisien. » Je répondais par un sourire fatigué et une miche. La pâte tient les mains, et tenir ses mains, c'est tenir sa tête. Jean essayait d'apprivoiser ses journées. Il avait coupé net avec l'alcool, non par héroïsme, mais parce que plus rien ne brûlait comme avant. Il n'y avait plus de place pour une brûlure de plus. Le matin, il accompagnait Michel à l'école. L'après-midi, il passait parfois au fournil, nettoyait un plan de travail, réparait une poignée, sans rien dire. Le soir, il s'asseyait face à la fenêtre, regardait la ville filer sans le regarder. Je ne le pressais pas. On ne force pas un cœur à cicatriser. Antoine Lefebvre venait tous les 2 ou 3 jours, posait son chapeau, déposait des nouvelles sur la table comme on pose des pierres pour traverser un ruisseau. La commissaire Rosalie Martin a consolidé les saisies informatiques, disait-il. Les comptes de Moreau, les contrats,
les échanges avec le courtier. Le parquet avance. Il parlait peu d'Inès. Je le remerciais de cette pudeur-là. Mais une inquiétude me rongeait, discrète et obstinée, comme ces courants froids qui passent sous une porte. La première tempête avait emporté Moreau et Inès. Pourtant, je sentais encore du vent dans les murs. Qui avait fermé les yeux pendant des semaines? Comment un coma de façade avait-il pu prospérer au cœur d'un service surveillé? Et, surtout, qui avait mis la main sur la vie d'Inès avant Moreau? Les créanciers venus à la boutique n'avaient pas la tête d'homme qui se contente d'une facture. Il y avait derrière eux des circuits plus sombres. Un matin, en déposant Michel à l'école, je croisais son institutrice, Madame Caron, une femme solide, yeux vifs, douceur simple. « Il recommence à jouer », me dit-elle à voix basse. « Il rit à nouveau, un peu, mais il sursaute quand on parle trop fort. » J'acquiesçais. « Merci de veiller sur lui. » Elle posa une main brève sur mon bras. « Nous veillons tous. » Cette phrase m'échauffa les yeux. Parfois, la bonté se contente d'être là. En fin d'après-midi, je me rendis à l'hôpital Saint-Gabriel. Je n'aimais pas ces murs, mais il fallait y retourner. Je voulais parler à Marthe, non pour la punir. Je n'ai jamais trouvé de sel dans la punition, mais parce que la vérité reste coincée tant que tout le monde n'a pas parlé. Je la trouvais dans une petite salle de repos, seule, une tasse de thé refroidie devant elle. Elle tressaillit en me voyant, comme si j'étais revenue la prendre par la manche. « Je ne vous ai pas dénoncé, Marthe, » dis-je calmement. « La commissaire fera son travail, mais j'ai besoin de comprendre. » Elle se crispa, ouvrit la bouche, la referma, puis ses épaules tombèrent. « On nous demande toujours de faire vite, d'obéir, » dit-elle, le directeur. Le docteur Moreau. Il avait réponse à tout. On apprend tôt à ne pas poser de questions. J'ai posé les mauvaises, trop tard. Sa voix était rauque. Ses doigts tremblaient autour de la tasse. Il m'a dit que c'était provisoire, qu'Inès avait des crises, qu'il fallait surveiller sans alerter. Puis, il y a eu les enveloppes, les dossiers, les nuits où elle marchait. J'ai su. J'ai eu peur. Elle releva les yeux vers moi. J'ai honte. Je m'assis en face d'elle. La honte, c'est déjà le début de la justice. Mais dites-moi, d'autres savaient? Elle hésita, regarda la porte. Un agent de sécurité. Et peut-être un interne, un remplaçant. Je ne l'ai vu que 2 fois. Il portait des dossiers au bureau du directeur. Tard. Il signait vite, un garçon pâle, lunettes, la trentaine. Personne ne prononçait son nom. Je notais mentalement. Un interne, un agent, des petits bras qui tiennent à les grandes machinations. Je me levai. « Marthe, quand on vous demandera de parler, parlez. Entier. Vous avez la chance de réparer. » Elle hocha la tête, comme on accepte une ordonnance. En sortant, je passai par le hall. 2 silhouettes en civil, que je commençais à reconnaître, surveillaient l'allée des ascenseurs. L'une d'elles me fit un signe discret. Je sentis la présence de la commissaire, quoique invisible. La vigilance était là, comme un filet tendu. Le soir, de retour à la maison, je trouvai Jean assis à table, un courrier entre les mains. Il me le tendit sans un mot. Une mise en demeure. Les hommes venus à la boutique n'avaient pas disparu. Ils exigeaient un complément. Un tampon gris, une adresse louche, des menaces voilées. L'humiliation revint, mais je n'étais plus la femme adossée à la porte.
Je pris mon téléphone et appelai Antoine. On ne paye plus, on signale. Il répondit « D'accord, passez demain à la brigade. Rosalie veut tout centraliser. » Ce même soir, on frappa à la porte de la boutique, tard. Je m'avançai, le cœur soudain trop vivant. Un homme seul, capuche, visage mal rasé. « Vous fermez tôt, Madame Dupont ?» dit-il d'un ton qui voulait ressembler à une blague. Je décrochai la chaîne sans ouvrir. « La boulangerie ouvre à 6 heures. Revenez le matin. » Il se pencha, tenta d'apercevoir l'intérieur. Dommage. Inès avait de bons amis, vous savez. Des amis qui n'aiment pas les problèmes. Il fit demi-tour et disparut. Les mots laissèrent un goût métallique sur ma langue. Je refermai, vérifiai 2 fois les verrous, posai une chaise contre la poignée comme une vieille habitude revenue d'un autre siècle. Le lendemain, à la brigade, Rosalie Martin nous reçut dans un bureau dépouillé, une plante triste dans un coin, des classeurs alignés comme des soldats. Elle prit le courrier. Le regard se fit dur. « Ne répondez pas. Nous sommes sur une piste. Les créancières d'Inès ne sont pas des prêteurs du dimanche. Nous recoupons avec une série de dossiers où l'on retrouve des patients aux assurances très opportunes. » Elle marqua une pause. « L'interne dont Marthe vous a parlé, nous l'avons identifié. Ludovic Perrin. Il a disparu la veille de l'arrestation. » Elle pointa un dossier sur la table, le tapota. « Nous pensons qu'il a servi de courroie entre Moreau et certains apporteurs d'affaires. Il faut s'attendre à des pressions. Nous vous placerons sous discrète protection, devant la boutique aux heures sensibles. » Jeanne releva la tête. J'ai honte d'avoir été aveugle. Rosalie ne chercha pas à consoler. La confiance n'est pas une faute, monsieur. La trahison aussi. Sa phrase me fit du bien. Il y a des phrases qui remettent l'équerre. En sortant de la brigade, la pluie fine ravaudait le ciel. Paris lavait mal les chagrins. Mais elle essayait. Jean prit ma main, geste rare. « On va tenir, maman. » Je serrai ses doigts. On tient déjà. Les semaines suivantes furent faites de micro-victoires. Michel recommença le foot dans la cour. Ramena un dessin où la mer n'était plus grise. Jean, encouragé par un ami d'enfance, accepta quelques heures dans un petit garage du quartier, démonta des freins, régla des courroies, retrouva ce plaisir simple de rendre à une machine sa respiration. À la boutique, des clientes plus âgées déposaient parfois un pot de confiture, un mot sur un papier froissé. Courage. Je rangeais ces mots dans une boîte à biscuits. Les mots, comme le sucre, aident à lever la pâte. Pourtant, l'ombre ne s'était pas résignée. Une nuit, on barbouillaga notre vitre d'un graffiti grossier. Balance. Je nettoyais au matin. Rage froide. Balai. Seau. Eau très chaude. Le geste obstiné des femmes, qui n'attendent pas de miracle. 2 jours plus tard, l'homme à capuche reparut. Mais il trouva cette fois, à 10 mètres, une silhouette posée contre un lampadaire, mains dans les poches, regard qui ne pèse pas mais qui pèse. Un agent en civil. L'homme hésita, grommela, passa son chemin. Il y a des silences qui protègent plus que les cris. Antoine, lui, fouillait. Il finit par me prévenir un soir. On a retrouvé Perrin. Pas à Paris, à Rouen. Il avait loué une chambre sous un faux nom. Je me sentis raidir. Et il parle. Pas par bonté d'âme, parce qu'il a peur. Il donne des noms, des dates, des comptes. Le réseau est plus large. Moreau n'était pas un génie solitaire. C'était un maillon qui s'est cru plus fort que la chaîne. Il marqua une pause.
Le parquet va accélérer. On se dirige vers une instruction solide. J'appris ensuite que la détention d'Inès avait été prolongée. Elle écrivait, disait-on, des lettres sans regret, des lignes pleines d'excuses qui ne s'adressaient qu'à elle-même. Jean n'en voulut lire aucune. « Je ne veux pas qu'elle repousse le couteau », dit-il. Il parlait peu d'elle, et quand il le faisait, ce n'était plus avec la question « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?» mais avec la phrase « Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ?» Cette bascule discrète est, pour un vivant, une victoire. Un après-midi, éclat de soleil rare. Je m'assis avec Michel sur le banc devant la boulangerie. Il mordait dans une chouquette avec sérieux. « Mamie, c'est quoi, être courageux ?» Oh, moi, je réfléchis. Ce n'est pas ne pas avoir peur, tu sais. C'est faire quand même ce qu'il faut, même quand on a peur. Il mastiqua encore, puis hocha gravement la tête. Alors papa est courageux. Je lui caressai la joue. Oui, et toi aussi. Le procès fut annoncé pour l'automne. Antoine me prévint. Ce sera public. Les médias viendront. Préparez-vous. Je n'avais pas le goût de la scène, mais je n'avais plus peur des salles fermées. J'achetai pour Jean une chemise neuve, pour Michel un pantalon sans trous, pour moi un foulard bleu qui rappelait la mère de ses dessins. On ne s'habille pas pour humilier, ni pour être humilié. On s'habille pour tenir droit. À l'approche de l'audience, un dernier soubresaut agita la surface. Une enveloppe anonyme glissait sous la porte. Une photo floue d'Inès, derrière une vitre, et un mot au stylo. Elle n'est pas la seule. Tais-toi. Je la portai à la brigade. Rosalie haussa les épaules. Lâcheté classique. On sécurise. Le soir même, l'agent en civil fut remplacé par 2. Les ombres n'aiment pas la lumière. Un dimanche, alors que je fermais la boutique, Marthe apparut sur le seuil. Les traits tirés, mais les yeux clairs. « J'ai tout dit », me souffla-t-elle. « À la juge, aux policiers. J'ai donné des noms, des horaires, des codes. Je ne sais pas si on me pardonnera. » Je la regardais longtemps. On pardonne mieux ceux qui aident la vérité que ceux qui la blessent. Elle hocha la tête, des larmes au bord des cils, elle. « Merci. » Je ne cherchais pas à la retenir. Elle repartit, plus légère d'1 gramme, peut-être. La veille du procès, je préparais la boutique comme on prépare une maison avant une tempête annoncée. Sacs de farine rangés, planches époustées, caisses comptées, rideaux graissés. Le soir, Jean s'assit en face de moi. Michel jouait sur le tapis avec des petites voitures. « Maman, demain je ne veux pas crier, » dit Jean. « Je veux parler. » Je posai ma main sur la table. « Parle, dis vrai, le reste n'a pas de poids. » Il inspira, puis acquiesça. Je me couchais tard, impossible de trouver le sommeil. Les images revenaient. La vitre, la main de Michel contre le verre, la voix d'Inès au téléphone d'Antoine, les menottes qui claquent, la honte dans la boutique, la commissaire qui dit « La confiance n'est pas une faute ». Je me levai, écrivis encore, pour ne pas oublier. Les dates, les visages, les phrases. Puis j'éteignis. La maison respirait lentement. J'entendis le souffle de Michel, léger, puis celui de Jean, plus profond. Je restai un moment à écouter. On peut aimer la vie, rien que pour ces bruits-là. Au matin, Paris avait lavé son ciel. Nous nous habillâmes en silence. Je nouai le foulard bleu. Jean passa la chemise neuve. Michel glissa sa petite main dans la mienne. Devant le tribunal, des caméras, des micro-cravates, des regards
qui cherchent une larme à filmer. Antoine nous rejoignit, tirant sur sa manche pour cacher une trace de farine qu'il avait attrapée en passant saluer la boutique. « On y va ?» dit-il. Rosalie apparut soudain à nos côtés, sobre, droite. « On y va !» La porte de la salle d'audience s'ouvrit sur un bois clair. Des bancs lisses, un silence qui pèse. Inès fut introduite, pâle, mais sans effondrement. Moreau baissa les yeux. John serra les poings, puis les ouvrit. Je posai ma main sur son avant-bras. Michel regarda, sérieux, comme ces enfants à qui la vie a demandé trop tôt de grandir. Le greffier rappela. La juge entra. Le brouhaha se coupa net. Affaire Martin Moreau. La voix de la justice n'a pas besoin de hurler. Elle appelle, et chacun se lève. Je sentis mon cœur battre, non plus de peur, mais d'une force nouvelle, celle d'être arrivé jusque-là sans mentir. Ce qui allait se dire devant nous ne changerait pas tout. Aucun verdict ne répare un amour trahi, aucun article de loi n'enlève le vide laissé dans une chambre. Mais une chose, au moins, pouvait advenir. Le mensonge, pris en plein jour, cessait d'étouffer. Et à travers le chagrin, une route s'ouvrait, assez large pour trois. Jean, Michel et moi. La salle d'audience était pleine à craquer. Chaque banc semblait ployé sous le poids des regards, des murmures étouffés et de la curiosité avide. Les journalistes s'étaient alignés au fond, carnets ouverts, micros dressés, caméras braquées sur chaque mouvement. Pourtant, dans mon cœur, tout cela disparaissait. Je ne voyais que Jean à mes côtés, son visage pâle mais ferme, et Michel assis entre nous, les yeux grands ouverts, comme s'il assistait à une pièce de théâtre trop grave pour son âge. Le juge, un homme sévère, au front marqué de rides profondes, ajusta ses lunettes avant de prendre la parole. Sa voix résonna, claire et ferme, imposant le silence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger le docteur Paul Moreau et madame Inès Dupont, accusés de fraude à l'assurance, de faux et usage de faux, ainsi que de mise en danger volontaire d'autrui. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits sans fond. Inès leva la tête. Ses cheveux, jadis soigneusement coiffés, étaient désormais emmêlés, son regard fuyant. Mais quand ses yeux croisèrent sur ceux de Jean, un éclair de panique traversa son visage. Elle voulut parler, mais le juge leva la main, imposant le silence. Moreau, lui, restait impassible, comme un homme habitué aux salles de tribunal, le regard fixé sur la table devant lui. La procureure prit ensuite la parole. Elle retraça, avec une précision glaçante, chaque étape du complot. Les contrats d'assurance signés en secret, les vidéos où l'on voyait Inès se mouvoir dans sa chambre d'hôpital alors qu'elle était censée être dans le coma, les témoignages de Marthe, l'infirmière, et les photos prises par Antoine. Chaque pièce du puzzle s'imbriquait avec une cohérence terrifiante. Je sentais Jean se crisper à côté de moi, ses poings serrés au point que ses jointures blanchissaient. Quand la vidéo enregistrée par Michel fut projetée sur l'écran, un silence absolu tomba dans la salle. On voyait Inès ouvrir les yeux, se redresser, boire un verre d'eau puis se rallonger comme si de rien n'était. Les murmures se répercutèrent aussitôt, indignant les spectateurs. Michel, assis tout droit, fixait l'écran avec une intensité douloureuse. Sa petite main glissa dans la mienne. Je la serrai fort, comme pour lui transmettre un peu de force. Puis ce fut au tour des accusés de parler. Inès fut appelée à la barre. Elle se leva, tremblante, et marcha d'un pas hésitant. Son avocat,
Un homme au costume trop impeccable pour inspirer confiance l'encouragea d'un geste discret. Elle prit la parole, sa voix brisée. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma famille. J'étais acculée. Les dettes m'écrasaient. J'ai cru que c'était la seule façon de nous sauver. Jean bondit de sa chaise, incapable de se contenir. « Nous sauver ? Tu nous as détruits, Inès. Tu as détruit Michel. » Sa voix résonna dans la salle. Un cri venu du fond de ses entrailles. Le juge frappa de son maillet pour rétablir le calme, mais l'émotion avait déjà envahi chaque recoin du tribunal. Inès se mit à pleurer, mais ses larmes ne parvenaient plus à attendrir. Trop tard, trop vaine. La procureure, implacable, reprit. « Madame Dupont, ce n'est pas la pauvreté qui vous a poussée, mais l'avidité. Les sommes des assurances dépassaient largement vos dettes. Vous aviez prévu de commencer une nouvelle vie avec votre complice, le docteur Moreau. » À l'évocation de cette vérité nue, Inès baissa les yeux, incapable de répondre. Moreau, enfin, se leva. Sa voix grave remplit la salle. « J'assume mes choix. Oui, j'ai aidé Inès. Oui, j'ai couvert sa mascarade. Mais je ne suis pas le seul coupable. Les assurances ferment les yeux sur des dossiers frauduleux tant qu'elles y trouvent leur intérêt. Je suis un produit d'un système corrompu. » Ces paroles résonnaient comme une tentative désespérée de se dédouaner, mais personne n'y croyait vraiment. Les regards restaient durs, implacables. Jean fut invité à témoigner. Il s'avança, vacillant légèrement, mais la tête haute. Sa voix était rauque, marquée par les nuits blanches et la douleur accumulée. « Je l'ai aimée. J'ai cru en elle. J'ai tout donné pour elle et pour notre fils. Elle m'a regardé dans les yeux, pendant des années, en me cachant la vérité. Elle n'a pas seulement trahi une famille, elle a brisé un enfant. » Sa voix se brisa sur le mot « enfant ». Michel, assis derrière, éclata en sanglots. Je le pris dans mes bras, mon cœur se déchirant. Lorsque Jean termina, un silence lourd s'abattit sur la salle. Même le juge sembla ébranlé. Il se racla la gorge et annonça une suspension d'audience. Nous sortîmes dans le hall, les jambes tremblantes. Les journalistes se précipitèrent, posant des questions, brandissant des micros. Antoine s'interposa avec fermeté, nous ouvrant un passage. Dans le hall, Jean s'effondra sur un banc. Je m'assis à côté de lui, Michel sur mes genoux. Antoine s'accroupit devant nous. « Vous avez tenu bon. C'est bientôt fini. » La reprise de l'audience fut encore plus pesante. Les avocats plaidèrent, chacun tirant la couverture à soi. L'avocat d'Inès invoqua son état psychologique fragile, ses dettes, sa peur de perdre sa famille. Celui de Moreau parla de pression systémique et d'un contexte économique impitoyable. Mais leurs mots semblaient flotter dans l'air, sans atteindre les cœurs. Finalement, le juge prononça la sentence. Le tribunal condamne le docteur Paul Moreau à 6 années de prison ferme et madame Inès Dupont à 5 années de réclusion, assortie d'une interdiction de gérer toute société ou d'exercer une activité médicale ou paramédicale. Les deux devront également rembourser les sommes perçues frauduleusement. Le bruit du maillet résonna comme une délivrance. Inès s'effondra, sanglotant, tandis que Moreau resta figé, le visage fermé. Les gendarmes les menottèrent nains sous les regards de la foule. Jean baissa la tête, incapable de regarder plus longtemps. Michel, blotti contre moi, murmura « Maman ». Sa voix tremblait.
pleine d'un espoir qu'il faudrait désormais reconstruire autrement. À la sortie du tribunal, le soleil brillait cruellement. Les caméras nous encerclèrent. Mais je ne répondis qu'à une seule question. « Qu'allez-vous faire maintenant, Madame Dupont ?» Je pris une inspiration profonde. « Nous allons vivre. Simplement vivre. » Les jours suivants furent étranges. Un mélange de vide et de soulagement. La boulangerie reprit son rythme. Les clients affluaient de nouveau, apportant parfois des mots de soutien. Jean, bien que marqué, trouva un emploi stable dans un garage, ce qui lui redonna un peu de dignité. Michel recommença à sourire, timidement d'abord, puis franchement. Pourtant, les cicatrices restaient. La nuit, Jean se réveillait en sursaut, hanté par les souvenirs. Michel posait parfois des questions auxquelles je ne savais répondre. Pourquoi maman a-t-elle choisi l'argent? Est-ce qu'elle ne m'aimait pas assez? Je le prenais dans mes bras et lui disais la seule vérité possible. Ton cœur n'a rien à voir avec ses choix. Tu es aimé et tu le seras toujours. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Jean leva les yeux de son assiette et dit « Maman, je crois que je veux vendre la maison où j'ai vécu avec Inès. Trop de fantômes. Je veux que Michel grandisse ailleurs, loin de ses souvenirs. » Je compris aussitôt. Alors nous chercherons un nouveau toit, un endroit où recommencer. La commissaire Rosalie Martin passa nous voir quelques semaines plus tard. Elle voulait s'assurer que nous allions bien. En partant, elle dit cette phrase qui resta gravée en moi. « La justice peut condamner, mais c'est la vie qui vous répare. » Et en effet, la vie reprenait ses droits. Les rires de Michel résonnaient à nouveau dans la boulangerie. Jean parlait de projets, modestes mais solides. Et moi, je retrouvais, petit à petit, la paix de me lever chaque matin pour pétrir la pâte, sentir l'odeur du pain chaud emplir l'air, et savoir que, malgré tout, nous étions encore debout. La trahison d'Inès avait marqué nos âmes au fer rouge, mais elle n'avait pas détruit notre famille. Au contraire, elle nous avait forcés à nous resserrer, à comprendre que l'amour véritable ne se mesure ni en promesses, ni en faux sourires, mais en gestes quotidiens, en fidélité silencieuse, en mains qui restent quand on a tout à s'effondre. Ce soir-là, en fermant la boutique, je regardais le ciel s'assombrir au-dessus de Paris. Les étoiles commençaient à percer, timides mais constantes. Je pensais à tout ce que nous avions traversé. La douleur, la honte, la colère. Et maintenant, cette lueur fragile d'espérance. Je murmurais pour moi-même, mais aussi pour Jean et Michel. Nous avons survécu, et nous survivrons encore. Les mois qui suivirent le procès eurent d'abord la couleur d'un hiver tardif. Une clarté pâle, un froid sec, des journées qui s'étiraient sans bruit. Pourtant, sous cette apparente immobilité, quelque chose travaillait en nous, comme une sève discrète qui remonte avant le printemps. La boulangerie tint le cap. Je pétrissais, j'enfournais. Je parlais doucement aux habitués. Beaucoup s'étaient tus sur les ragots et préféraient désormais demander des nouvelles simples. « Et Michel? Et Jean ?» Je répondais sans détour. « Ils avancent. » C'était vrai. Jean s'était mis sérieusement au garage de la rue des Pyrénées. Le patron, un Auvergnat sec comme un noisetier, lui avait confié une voiture ancienne à remettre en route. Une 4L couleur crème abandonnée dans un box. « Si tu la fais repartir, elle est à toi », avait-il lancé, mi-sceptique, mi-amusé. Cette promesse donna à Jean un but précis, un chantier qui ne juge pas. Une mécanique par le franc, on la répare par étapes, on voit, on vérifie, on remonte.
Le soir, il rentrait noir d'huile, mais avec cette fatigue propre qui lave la tête. Michel, lui, avait commencé une fois par semaine un atelier « Parole d'enfant » avec l'institutrice et la psychologue de l'école. Il y allait d'abord à reculons, puis il en revenait avec des phrases courtes qui faisaient beaucoup de bien. J'ai dit ce que j'avais dans le ventre. J'ai dessiné un pont. On a fait le jeu des trésors. J'ai mis la photo de mamie. À la maison, il réclamait plus souvent des histoires avant de dormir. Je lui lisais Le Petit Prince à petite lampée, m'arrêtant sur les phrases qui tombent juste. Il posait la tête contre mon bras, et je sentais son souffle gagner en régularité. C'est un signe, chez les enfants. Le sommeil se remet à couler quand l'angoisse s'éloigne. Un samedi matin, alors que je montais la pâte à brioche, Antoine Lefebvre poussa la porte avec sa manière discrète d'entrer dans une pièce, comme pour ne pas déranger l'air. Il posa son chapeau sur le comptoir, attrapa un morceau de croissant et sourit. J'ai pensé que le café passerait mieux avec des nouvelles. Il sortit une enveloppe mince. La juge d'instruction a étendu la procédure à un réseau de dossiers semblables. Le fameux interne, Ludovic Perrin, a livré des détails précieux. Il bénéficiera d'une peine réduite, mais il a permis d'empêcher 2 arnaques encore tièdes. Il s'interrompit, puis ajouta « Pour vous, formellement, c'est terminé. Le parquet a clôturé votre partie. » Je restais penché sur le pâton, la main posée à plat, comme on calme un cheval. « Terminé », répétais-je en silence. Ce mot ne réparait rien de ce qui avait été brisé, mais il fermait une porte derrière nous, avec douceur. Je servis 2 cafés, nous trinquâmes à la tasse. Antoine, en partant, effleura mon épaule. « Vous avez tenu la barre pour les vôtres. C'est rare et c'est beau. » Je ne répondis pas. Certains compliments valent plus au fond du cœur qu'au bout de la langue. La commissaire Rosalie Martin passa aussi, un soir, vêtue en civil, le sourire reposé. Elle acheta un pain de seigle, me paya en pièces, prit le temps d'une phrase. Une chose s'achève, une autre commence. Si jamais on vous importune encore, vous avez mon numéro. Je le connaissais par cœur. Elle leva la main, saluant Michel d'un geste complice. Il lui répondit avec sérieux, comme on salue quelqu'un qui a remis l'équilibre dans un monde qui vacille. À force de persévérance, Jean finit par réveiller la 4L. Le moteur toussa 2 fois, puis trouva un souffle régulier, rieur. Il rentra ce soir-là devant la boutique, klaxonna une fois, sortit de la voiture et me fit signe. « Monte, maman. » Mina, nous fîmes ensemble un tour du pâté de maison. Michel à l'arrière, Hilar en commentateur officiel. « Ça sent la vieille voiture. Ça sent la victoire. Papa !» J'éclatais de rire, un rire franc que je ne m'étais pas autorisé depuis longtemps. Nous baptisâmes la 4L. Augustine, du prénom de ma mère. Les prénoms tiennent compagnie aux choses qui durent. Restait la maison à quitter. Jean l'avait décidé, non par fuite, mais pour respirer autrement. Nous avons trouvé, à Montreuil, un petit 3 pièces clair près d'un square, où les enfants jouent tard, l'été. Un balcon minuscule qui suffit à un pot de basilic, une table, 2 chaises. Le déménagement eut lieu un dimanche. Les amis du garage vinrent, 2 voisines apportèrent des torchons. Marthe se présenta timidement, en tailleur simple, un panier de madeleine à la main. Elle avait ce visage des gens qui ne savent pas s'ils sont encore les bienvenus. Jean lui ouvrit, sans colère. Elle balbutia. J'ai témoigné jusqu'au bout. Je voulais aider à porter quelque chose, cette fois. Non.
Je la remerciai. Elle posa le panier, aida à descendre des cartons de livres, sans parler, sans s'épargner. À la fin, Michel Luther lui offrit une chouquette. « Merci pour les madeleines, madame. Elles portent le même nom que mamie. » Marthe rougit. Alors elles sont à leur place. Le soir, sur le sol encore nu, nous mangeâmes une omelette et du pain, assis sur des cartons. Michel, exténué, somnola la bouche pleine. Jean, appuyé contre le mur, regarda autour de lui, puis me regarda et dit « C'est modeste, mais c'est à nous. » J'acquiesçai. Nous n'avions pas besoin d'autre chose qu'une porte qui ferme, de la lumière du matin et d'un coin pour poser la cafetière. Dans ces semaines d'emménagement, je me surpris à fredonner en rangeant les placards, un air ancien venu de ma grand-mère. Le chagrin n'avait pas disparu. Il s'était retiré à l'arrière-plan, laissant la place à cette musique domestique que l'on n'entend plus dans les grandes tragédies. Et un soir, Michel étendit sur la table un dessin. 3 silhouettes au bord d'une mer claire, un petit chien, une 4L crème, un soleil au coin de la feuille. Il avait écrit en lettres appliquées « Nous 3 et Augustine ». J'accrochai la feuille sur le mur de la cuisine avec un morceau d'adhésif. C'était notre tableau d'honneur. Parfois, au détour d'une course, je croisais un visage du passé. Une voisine qui avait trop parlé, un client qui avait trop lu. Les regards avaient changé. Il n'y avait plus ce mélange de curiosité et de gourmandise pour les malheurs des autres. Seulement une réserve polie, un respect silencieux. Je saluais. Je continuais mon chemin. On ne refait pas le cœur des autres. On lui oppose la tenue. Un dimanche, Antoine nous invite à Fontainebleau. Il fallait, disait-il, respirer des arbres. Nous roulâmes avec Augustine fenêtre ouverte, le vent jouant dans les cheveux de Michel. Nous marchâmes sous les grands hêtres. L'odeur de mousse et de sable humide nous enveloppait. Jean, d'habitude si contenu, ramassa un bâton, apprit à Michel à tracer des flèches sur le sol pour retrouver le sentier. Je les suivais à distance, heureuse de les voir devant. À l'ombre d'un rocher, Antoine s'assit, trinqua avec une gourde d'eau et déclara en riant « Au seul complot qui vaille, celui des vivants pour rester vivants. » Ce genre de phrase, un peu gourmande, lui allait bien. Un courrier officialisa le suivi de probation d'Inès. Elle avait demandé, par l'avocat commis d'office, à écrire à Michel. Je laissai Jean décider. Il lut seul une lettre, brève, maladroite. Il en lut une seconde, plus longue, plus travaillée. Puis il rangea les enveloppes dans un tiroir. Plus tard, quand il sera grand, s'il veut, il les lira. Mais pour l'instant, je ne veux pas que ces nuits recommencent à trembler. Je n'argumentais pas. Les pères aussi apprennent à choisir. À la boulangerie, j'embauchai une apprentie, Sarah, 19 ans, rieuse et précise. Elle arrivait à 4 heures, sans jamais regarder l'horloge. Je lui confiais les viennoiseries. Au bout de 3 semaines, ses croissants avaient une odeur de beurre et une légèreté qui égalait les miens. Je la regardais faire en silence, le cœur fier. Transmettre, c'est penser autrement. On met dans les mains d'un autre ce qu'on a de meilleur, et on s'étonne que ça tienne. Au printemps, j'organisais un goûter sur le trottoir, devant la boutique. Un samedi de quartier, sans ruban officiel. Juste des gobelets, des tartines, des confitures. Les enfants jouaient à la marelle. Les adultes parlaient bas. Rosalie passa en coup de vent, en civil, prit une tranche de pain au levain
s'éclipsa avec un clin d'œil. Marthe s'arrêta, 1 minute, posa un pot de miel. C'est mon oncle qui le fait, en Normandie. Elle avait repris un poste en gériatrie, loin des urgences, m'apprit-elle. Là-bas, on a le temps d'écouter, dit-elle simplement. Je ne jugeais pas. Les trajectoires humaines ont besoin de distance pour se repeindre. Je voyais Jean sourire plus souvent. Parfois, sa bouche s'arquait encore de douleur quand un souvenir l'attrapait par surprise. Mais la crispation ne tenait plus. Le soir, il lisait avec Michel un livre sur les voitures anciennes, traçant des plans pour repeindre Augustine en bleu-gris. « On lui fera une sellerie neuve », promettait-il. « Et on ira voir la mer pour de vrai. » Michel compta sur ses doigts. « On ira à Trouville, à Dieppe, à Saint-Malo. » Nous ririons en imaginant un carnet de route avec des tampons. Je sortis un bocal et collai dessus une étiquette. La mer. Chaque pourboire y tomba comme une pièce de mosaïque. Un soir d'orage, l'électricité sauta dans l'immeuble. Nous dînâmes à la bougie, omelette, tomates, pain et ce vin léger que Jean avait acheté pour marquer le coup. Sur la table, 3 flammes et le bruit puissant de la pluie derrière la vitre. Michel demanda « Mamie, à quoi ça ressemble? La paix ?» Je réfléchis, puis répondis « À ça, peut-être. On n'entend plus la peur parler plus fort que le reste. » Jean hocha la tête. Nous restâmes longtemps sans rien ajouter, chacun gardant sa part d'orage et de lumière. L'été déplia ses bras. Les terrasses se remplirent. La ville prit son pas de vacances. Je fermais 1 semaine, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Nous partîmes un matin très tôt, Augustine ronronnant, le bocal la mer, coincé entre mes pieds. À Honfleur, Michel courut vers l'eau, s'arrêta net, se tourna vers nous. On y va ensemble. Nous avons franchi la ligne de vague en se tenant les mains. La mer était froide, une bonne froideur qui saisit et réveille. Jean plongea, ressortit, épousseta ses yeux, et j'aperçus sur son visage un rire d'enfant. Nous restâmes là, à regarder l'horizon comme on regarde un futur. Ce n'est pas précis, mais c'est ouvert. Assise sur le sable, je pensais à tout le chemin. La vitre de l'hôpital, la voix d'Inès dans l'enregistrement, les menottes qui claquent, la honte dans la boutique, le graffiti, la commissaire droite, Marthe qui apprend, Antoine qui veille, Jean qui remonte un moteur, Michel qui dessine des ponts. Rien n'avait effacé l'épreuve. Mais l'épreuve ne décidait plus de notre vie. Nous avions choisi d'être du côté du vrai, même quand ça tranche. Et le vrai, à force d'obstination, avait fini par nous rendre la respiration. Le soir, nous prîmes des frites sur le port, trop salées, trop grasses, délicieuses. Michel annonça solennellement « Je vais écrire un carnet de voyage ». Jean répondit « Et moi, je vais repeindre Augustine en bleu de mer ». Je dis « Et moi, je vais apprendre à Sarah ma brioche tricotée ». C'était peu, c'était tout. En rentrant à Paris, je passais au cimetière déposer un petit bouquet sur la tombe de mon mari. « Tu vois », murmurai-je, « ils vont bien. On y a laissé de la peau, mais pas nos cœurs. » Le vent bougea les feuilles. J'eus la sensation simple d'avoir été entendue. Depuis, il m'arrive, en ouvrant la boutique à l'aube, d'écrire au tableau noir une phrase qui me tient lieu de boussole. Ici, on pétrit le pain et on y vient parole. Les clients la lisent, certains sourient, d'autres hochent la tête. Moi, je noue mon tablier, je lance le pétrin
et j'écoute au loin les bruits de la ville qui s'éveille. Le monde reste compliqué, c'est vrai. Mais à l'intérieur de notre cercle, une paix travaille, patiente, têtue, comme une pâte qu'on laisse lever le temps qu'il faut. Et chaque jour, quand Michel passe la porte de l'école en courant, quand Jean rentre les mains au noir et le regard clair, je me redis cette phrase qui nous a sauvés. Vivre. Simplement vivre.